je sais pas, si tu trouvais ton équilibre, il faut aller voir un peu à droite, voir un peu à gauche. J'ai vécu dans les grandes villes, j'ai vécu après aussi en pleine nature. Donc ça, c'est un peu deux extrêmes qui sont un peu de l'un, ouais, un petit peu opposés. Et je savais que c'est pas ni l'un ni l'autre, mais du coup là, j'ai trouvé un truc qui est un peu entre les deux et ça me plaît pas mal, ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Parce que je dis toujours, en fait, si tu veux pas connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne-là. Et du coup, si t'as jamais passé de temps avec toi-même, bah, tu peux pas te connaître. Il faut déjà commencer par cette étape-là, te connaître toi, puis après pouvoir ensuite faire autre chose. Mais d'abord, je pense que c'est primordial de se connaître soi. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jacob Carou. Salut, ça va? Très bien, je suis content d'être là. Depuis le temps qu'on échange et qu'on n'arrive pas à se voir. Et là, il y a eu le Covid et enfin, je peux te voir après ces longs mois. Il y avait même ton voyage en Antarctique. À 1 mètre de distance. Ouais. Là, on est à 1 mètre de distance, on fait attention. Déjà, comment vas-tu après ce confinement? Bah, très bien, moi j'ai passé tout le confinement en endroit dans un grand jardin, j'ai pu bricoler, jardiner, faire plein de choses, potager, donc moi j'ai pas eu le temps de passer, j'étais même très occupé à faire plein de choses, plein de projets comme toujours, donc ça va très bien. En plus, tu étais déjà un peu habitué au confinement. Oui, enfin plus ou moins on va dire ça pour Pyrénées ou autre, mais c'est pas la même chose, mais c'est ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, ainsi que ton parcours? Ouais, moi j'ai grandi en Bretagne, à côté de Brest plus précisément, et en fait j'ai fait un parcours scientifique, au niveau des études par contre. Et du coup, après, j'ai fait une prépa, on va dire biologie, maths, physique, chimie, etc. Assez général. Et ensuite, après, j'ai été pris dans une école à Normal Sup, à Lyon, et j'ai passé le reste de mon cursus là-bas. J'ai juste fait aussi un Erasmus à Polytechnique, en Suisse, à Zurich. Et ensuite, après, j'ai trouvé une thèse pour travailler ici à Saclay. Donc là, je suis à côté de Paris, en Île-de-France, pour travailler sur les climats en région parisienne. Donc là, tu es en train de faire une thèse. Ouais, C'est ça. je suis doctorant, ouais. Doctorant sur le climat. Ok, on va revenir de toute façon sur tous les éléments ensuite. Moi, je t'ai connu à travers ta chaîne YouTube, Jacob Carou. Je pense que c'est là où tu t'es fait connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le début de cette aventure qui en fait va nous amener sur un peu tout le reste, les Pyrénées, ton travail de chercheur? Développement de la chaîne ou développement de la nature ou... Bah, les deux, je pense que ça va un peu ensemble. Ouais. Mais en fait, j'ai commencé vraiment la nature, enfin plutôt aller dans la nature au tout début, vers le collège-lycée, un truc comme ça, je pense. Parce que, je sais pas, je m'entendais pas avec les gens à qui j'étais, je trouvais leur centre d'intérêt était pas génial. Et à chaque fois, tu te fais, par un truc différent, tu te fais rabaisser. Donc en fait, j'ai envie d'être au calme, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être avec moi-même. Et du coup, je partais en forêt pour retrouver ces sensations-là, pour être vraiment avec moi-même et être dans le moment présent et observer ce que je pouvais faire et vraiment vivre, être qui j'étais. Et du coup, j'ai appris plein de choses petit à petit dans la nature, avec soit des livres, autrement avec Internet, sur des forums par exemple, surtout avec un forum, ce qui s'appelle bushcraft.fr. Et du coup, je me suis fait des copains là-dessus. Bon, ils étaient beaucoup plus âgés. Enfin bref, ils étaient très différents. Et c'est ce que je recherchais aussi. Et du coup, on partageait des photos, on partageait des vidéos. Et du coup, en fait, je voulais leur montrer. Enfin, j'apprenais grâce à eux. Et par exemple, si je faisais du feu par friction, je comprenais pas, j'arrivais pas. Du coup, en fait, je faisais une vidéo pour leur montrer et pour dire, tiens, j'ai fait ça. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et du coup. C'est comme ça que j'ai commencé à créer une chaîne. Bon, c'est juste pour me balancer 2-3 vidéos rapidement. Et après, j'ai fait d'autres vidéos de voyage, des petits tutos, des trucs comme ça. Et c'est ensuite comme ça que les gens après sont regardé ce que je faisais. Et après, c'est un engrenage. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui sont venus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, maintenant, il y a plusieurs personnes qui me suivent. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et avant de revenir sur les vidéos et tout ce que tu as fait, ce lien avec la nature, comment tu l'expliques aujourd'hui? Est-ce que c'est dû à ton environnement familial ou c'est toi naturellement qui est là-bas pour vivre l'instant présent comme tu dis? Non, pas tellement familial. Enfin, mes parents vivent dans une maison
à côté de Brest. Ils sont quasiment, quasiment en ville. Donc pas particulièrement, non, c'est vraiment pas trop familial. Ils aiment bien la nature, mais pas sans plus que ça, quoi. Ils iraient jamais aller dormir dehors ou quoi que ce soit. Mais non, je pense que c'est juste moi, mon frère est pas du tout pareil que moi aussi. Donc en fait, c'est vraiment moi qui me suis intéressé, qui voulais en fait partir, m'éloigner des gens, être tranquille. Et du coup, là où il y a personne, c'est en forêt. Et du coup, j'étais en forêt. Si jamais, je sais pas, si c'était la pleine mer, je serais parti en pleine mer. Mais je voulais juste pas être avec les gens en fait. Et c'est marrant, tu as rapidement construit des cabanes. Ouais. Parce que, si on reprend un peu tes vidéos, tu as commencé, tu viens de le dire, par le feu. Et après, tu as fait une cabane. Et il s'en est suivi plein de choses. Et la cabane, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te suit. En tout cas, depuis que je regarde tes vidéos, en 2011, on voit ta première cabane. Tu as refait une vidéo, je crois, il y a 1 ou 2 ans, sur les 10 ans après. Ouais. Et comment t'expliques ce besoin de recréer un environnement extérieur? C'est vraiment être proche de la nature, c'est vivre dans la nature qui me plaît et en fait pouvoir construire des petits abris ou des cabanes qui sont un peu plus confortables parce qu'après le bivouac c'est sympa, mais quand tu veux être un peu plus vraiment vivre dedans et pas juste être de passage, en fait tu te construis des abris, des cabanes. Du coup j'aime bien ce concept où c'est juste un petit habitat qui est tout petit et qui puisse être vraiment dans le milieu que tu aimes. Et donc en fait c'est la définition un peu d'une cabane, c'est un petit truc pu faire rapidement où tu peux vivre à l'intérieur, fait avec tes mains, donc c'est pas un truc non plus de ouf, mais c'est un petit habitat où en fait tu peux être tranquille, tu peux vraiment être à l'intérieur de la forêt et vivre ta passion. Et tu viens de parler de quelque chose, tu as dit faire avec ses mains, et tout à l'heure tu as parlé du forum Bushcraft, que je connaissais pas, et sur tes vidéos il y a souvent marqué Bushcraft. Est-ce que tu peux rappeler ce concept qui est quand même assez connu pour les gens qui sont souvent dans la nature? Ouais, moi je dis à façon française, bushcraft. Mais bushcraft c'est un mot anglais qui veut dire littéralement c'est l'artisanat des buissons, mais en fait on va plutôt le traduire par la vie des bois. Donc c'est en fait toutes les techniques, toutes les connaissances, toutes les astuces pour vivre dans les bois. Donc ça va être comment faire du feu avec juste des bouts de bois, que ça va être comment trouver de l'eau, comment la filtrer, comment construire des abris juste pour la nuit. Ça va être comment trouver des baies sauvages pour les manger, comment les cuisiner, comment faire des petits pièges pour après avoir un peu plus de nourriture, fabriquer des radeaux, enfin vraiment vivre dans les bois en fait. C'est un peu différent de la survie, où la survie là t'es vraiment dans une situation où t'es en danger, ta vie est en péril, où tu vas chercher à sortir de cette situation et retrouver la civilisation. Et là c'est vraiment une dimension de être dans la nature et vivre bien avec elle en fait. C'est un peu différent. Ouais, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend en ce moment sur le survivalisme. C'est vraiment être bien dans la nature et vivre en harmonie avec. Ouais, après il y a plusieurs choses qui se rejoignent. Par exemple, le survivalisme, c'est se préparer à... C'est quoi la définition? C'est un truc comme genre de se préparer à une situation instable, ouais, ou un truc, un changement de la normalité. Et du coup, comme courant de survivalisme, il y a aussi ceux qui sont plutôt autonomistes. Donc en fait, ils vont chercher à construire une base autonome durable. Souvent, c'est en forêt ou en bordure de forêt ou un milieu assez naturel pour se préparer à une fin du monde, on va dire, ou à un changement de la réalité. Et pouvoir être autonome et vivre de manière résiliente. Du coup, c'est un peu les mêmes techniques. Enfin, même aussi en survie, il y a des techniques qui sont un peu pareilles, mais la finalité est différente. Ouais, la philosophie est différente. Et au cours de ta jeune vie, parce que elle est bien remplie pour ton âge, ensuite, après ces premières vidéos, tu as fait d'autres vidéos sur tes voyages. Tu as fait le GR34 parce que tu viens de Bretagne. Ouais. Tu allais dormir 1 mois dehors et ensuite aller sur les traces des trappeurs français au Canada, si je ne me trompe pas. Comment tu as appliqué ensuite tout ce que tu as appris dans ces voyages? Parce que c'est vraiment littéralement ce que tu as fait. Tu es allé partir là-bas, on dirait que tu habitais ton couteau aujourd'hui et tu es allé, je sais pas, explorer. Ouais, en fait, c'est aussi aller voir ailleurs, voir comment ça se passe dans d'autres contrées. Parce qu'en Bretagne, il n'y a pas non plus des forêts gigantissimes, donc j'aimerais bien aller. On parlait souvent sur les forums avec d'autres personnes et on rêvait un petit peu, je sais pas,
des grandes montagnes, des grandes forêts au Canada ou ailleurs, ou dans les peuples nordiques. Donc en fait, j'ai envie d'explorer, de voir ces contrées-là. Donc j'ai essayé de voyager juste avec le sac à dos et juste pas grand-chose, parce que je suis encore jeune, j'ai pas non plus beaucoup de matos ni beaucoup d'argent. Du coup, en fait, je prenais le bus, je prenais un moyen de transport pour aller je sais pas où, et du coup j'allais jusqu'à là-bas pour après découvrir des endroits, et du coup j'appliquais les connaissances que j'avais appris auparavant pour faire du feu, pour me nourrir, pour vivre dans la nature mais à un autre endroit. Et du coup je suis allé petit à petit. J'ai commencé près de chez moi, puis après je suis allé un peu plus loin avec un compagnie, puis après je suis allé encore plus loin mais tout seul, et du coup changer d'environnement, changer de saison pour avoir un maximum d'expérience, et après essayer de voir qu'est-ce que je voulais moi pour la suite, et vraiment pour apprendre davantage de choses. Et qu'est-ce que tu voulais justement pour la suite? Je pense que je cherchais un endroit où vivre plus tard. Je cherchais aussi à rencontrer différentes personnes pour savoir ce que je voulais exactement. Rencontrer des gens qui vivent dans différentes cultures, différentes façons de vivre, et voir ce que je voulais vraiment, et si je veux vraiment plutôt être nomade, si je veux plutôt m'installer quelque part, être fixe, ou voyager tout le temps, ou plutôt à quel endroit, plutôt très coupé du monde, ou alors plutôt un peu plus proche des villes, ou un peu entre deux, ou du coup j'ai cherché en fait cet équilibre-là. Et après je suis toujours en recherche, et ça s'affine petit à petit pour ce que je veux. Et après tous ces voyages, tu as fait une expérience qui t'a fait connaître. Tu es parti 7 mois dans les Pyrénées. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce périple un peu fou? Ouais, c'est typiquement ce que je rêvais depuis pas mal de temps, et j'avais envie vraiment de le faire, et c'était partir vivre dans une cabane au milieu de rien, tout seul en montagne, et vivre de manière quasiment autonome ou le plus possible. Du coup, c'est un truc que j'avais vraiment en tête depuis longtemps. Je venais de finir mes études ou quasiment. Donc en vrai, c'est le bon moment de le faire, parce qu'après, ça aurait été trop tard. Genre, c'est pas quand t'as une vie de famille ou que t'as je sais pas quoi, ou un job que tu peux vraiment le faire. Donc en vrai, je sentais que c'est vraiment le moment. Et j'ai passé comme pas mal de temps à étudier dans les grandes villes. Et au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Donc en fait, je suis parti. Je vais rester. J'ai été voir plusieurs endroits où je pouvais aller. Et du coup, j'ai choisi après les Pyrénées parce que c'était pas très loin. Et en fait, c'était quand même français, donc pour le niveau logistique, c'est assez pratique. Et ensuite, après, j'y suis allé. Vraiment, j'avais envie de faire ça. Donc, ouais, c'était quoi après la question? C'était. Je sais plus comment ça s'est passé, un peu le déroulé. Ah oui, pourquoi aussi, ouais. Non, la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est aussi pour m'isoler davantage, pour justement trouver ce que je voulais faire plus tard. Et en fait, justement, j'avais envie de m'isoler le plus possible, parce qu'en fait, j'en avais vraiment marre des gens à ce moment-là. Donc en fait, j'ai envie de me barrer pour voir après si c'est ce rêve que j'avais en tête, vivre au milieu de rien dans la nature, c'était vraiment ce que je voulais ou pas. Du coup, je l'ai vécu, et je me suis rendu compte après qu'en fait, c'est pas ce que je veux vraiment, être vraiment tout seul tout le temps, c'est un petit peu dur. Mais je pense que c'est comme une bonne expérience à vivre, parce que être seul face à soi-même pendant quasiment 7 mois, peu de personnes ont vraiment vécu ça, ou vont le faire, ou ont envie de le faire. Donc en fait, c'est une bonne expérience pour déjà s'apprendre qui on est. Parce que je dis toujours, en fait, si tu veux pas connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne-là. Et du coup, si tu n'as jamais passé de temps avec toi-même, tu ne peux pas te connaître. Donc il faut déjà commencer par cette étape-là, te connaître toi, puis après pouvoir ensuite faire autre chose. Mais d'abord, je pense que c'est primordial de se connaître soi. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Donc cette expérience m'a permis de savoir qu'est-ce que je voulais. Donc je ne vais pas vivre tout seul tout le temps, toute ma vie, mais j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Ouais. Et voilà, tu parles de solitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est jamais seul. Hein. On est tout le temps avec des gens. En plus, notre société elle est ultra connectée. Comment tu as, on va dire, géré cette solitude qui a parfois dû être pesante, mais à l'inverse aussi bonne, et les moments un peu plus durs, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, être seul et être confronté à soi-même. C'est vrai que ça fait peur, ouais. Genre, y a plein de gens qui redoutent être juste une après-midi ou une heure sans un téléphone, sans quelqu'un, et juste être tout seul, sans rien faire. Ça, c'est même angoissant pour certaines personnes, je comprends ça. Mais
Ça dépend moi, de la mentalité dont tu es. C'est déjà si t'es forcé ou si c'est voulu. Et comme moi, j'avais vraiment eu envie de le faire, voire tester. J'ai pas vu ça comme un challenge, j'ai pas vu ça comme un défi. J'en avais besoin en fait. Je sais pas, c'est comme si quelqu'un font un jeûne pour ne pas manger pendant quelques jours. Bah, en fait, tu le ressens, t'as envie de te couper un petit peu du reste du monde pendant quelques temps, pas un temps infini, mais au moins te réoxygéner, refaire le vide, faire une vidange et au moins après repartir de plus sainement. Et c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Et après, pour pas s'ennuyer, mais en fait, après, j'ai aussi plein d'activités. Bah, j'avais aussi plein de trucs à faire. J'avais aussi la rénovation. Et après, vivre dans la nature, il y a plein de trucs à faire. Bah, j'ai fabriqué les toilettes, enfin, rénover aussi la bâtisse. Après, j'ai aussi pas mal de livres aussi que j'avais pris. Donc, en fait, ça permet aussi de passer le temps. Ou plutôt, en fait, de s'occuper l'esprit d'une certaine manière. Après, t'as aussi l'écriture qui aide pas mal pour justement pouvoir décharger ta tête et pouvoir mettre sur papier tes réflexions. Il y a plusieurs méthodes ou techniques qui permettent justement de ne pas sentir trop seul ou de mieux le vivre. Mais déjà, le simple fait de se poser là, d'observer, prendre le temps de faire les choses, c'est déjà quelque chose qui est très important, je pense, que tout le monde devrait au moins avoir une expérience, peut-être pas pendant 7 mois, mais au moins quelques jours au moins pour être avec soi-même, en fait. C'est vraiment ça. Et les 2 premiers mois ont été très durs. On peut le voir dans ta vidéo où il faisait encore très froid jusqu'au mois de mai. Il y avait de la neige. Et tu disais dans la vidéo que tu restais dans ton sac de couchage et tu dormais. Qu'est-ce que tu faisais d'autre pendant cette période qui avait l'air un peu compliquée? Bah, pas grand-chose. Non, bah, j'essaie de m'évader un petit peu en lisant, en rêvassant dans mes rêves. Bah, je pensais à plein de choses. J'imaginais aussi la suite du projet. Et souvent, c'est un truc qui m'a fait tenir parce que juste le fait d'être comme ça pendant plusieurs semaines dans sa sac de couchage à rien faire, parce que sinon, bah, dehors, t'as froid. Tu déprimes un petit peu, je t'avoue, au début. Et mais surtout, au fait, le fait, n'importe où j'allais, en fait, j'avais froid parce que j'étais dans la cabane, je faisais un feu, j'avais comme froid, parce que je tirais pas assez et c'était pas isolé. Et après, j'allais dehors, bah, il faisait froid, tu peux pas t'échapper, en fait. C'est ça le pire. Et le seul endroit où j'avais plus ou moins chaud, c'était mon sac de couchage. Donc ouais, je restais toute ma journée là-dedans. Et c'était assez compliqué. Et en fait, le fait de penser à la suite du projet, ce que j'allais faire et tout imaginer, bah, ça m'a pas mal servi à justement mieux tenir et pouvoir dire bah, en fait, ouais, je vais vraiment rester là parce que je sais que dans quelques mois, ben, il va faire chaud, il va faire bon, je vais pouvoir retravailler, je vais ressortir dehors, il va faire, les températures seront plus acceptables. Et après, quand il va refaire froid en automne, ben, j'aurai déjà un petit nid douillet, donc ça sera nickel. Et pendant ces 5 mois, tu as fait plein de choses. Donc, tu as rénové ce refuge. Tu as appris à être autonome de manière alimentaire, en eau aussi, et en énergie. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant cette expérience et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus kiffant pendant cette expérience? Le plus dur, je pense, c'est la nourriture, parce que, ben, par exemple, j'étais pas totalement autonome en nourriture. Il y a plein de trucs que j'achetais encore, par exemple du riz, des lentilles, du sel, de l'huile. Ça, je pouvais pas les produire sur place, donc en fait, ça, je les achetais. Et je descendais une fois tous les mois au petit village pour acheter des trucs à la supérette. Mais autrement, le reste, après, en fruits, en légumes, j'essayais d'en produire le maximum que je pouvais. Mais il y avait des trucs qui me faisaient trop envie, par exemple, tu vois, des melons ou je sais pas, des kiwis ou des fraises. Quoique les fraises, je peux en avoir, des fraises des bois. Mais par contre, des trucs des pastèques, un truc hyper juteux, trop bon. En fait, je pouvais pas les avoir parce que ça poussait pas à cette altitude-là. Je pouvais pas non plus les conserver. Et ça me faisait trop envie. Surtout ouais, les produits frais. Les fruits frais bien juteux, j'avais rien du tout. Et ça me manquait beaucoup. Mais autrement, par ça, en électricité, j'avais mon panneau solaire. Donc j'étais totalement autonome par rapport à ça. Ça, c'était cool. En eau aussi, j'avais de quoi faire. En nourriture, donc ça qui me manquait. Donc, ouais, non, c'était. J'ai bien aimé par rapport à ça, justement. À la fin, mon moment préféré, c'était à la fin de l'été, quand il y avait quand même quelques touristes qui passaient dans le coin. Donc, bon, on se disait bonjour. Voilà, c'était quand même des potes sympas aussi. Mais le moment qui m'a plus kiffé, c'est à la fin de l'été, début d'automne, où comment tu vois la montagne se changer de couleur. Et c'est vraiment quand c'est désert, tout le monde rentre dans les villes.
bien au chaud dans les vallées. Et toi, tu restes le seul pegno en haut à profiter de tout ce spectacle. Et en fait, je pense que c'est cette unicité, c'est le fait qu'il soit vraiment c'est personnel et qu'il n'y a personne d'autre qui en puisse en profiter. C'est un petit peu jouissant, je trouve, pouvoir être la seule personne qui peut admirer tout ce spectacle. Et en fait, c'est vraiment que pour toi, donc j'adore ça en fait. Et surtout que quasiment tout était prêt à l'automne. J'avais ma nourriture, j'avais fait mes stocks de nourriture, j'avais aussi réglé tous les problèmes d'eau. La cabane était prête, j'avais mon poêle à bois qui fonctionnait bien, tout était isolé. J'avais aussi tous mes meubles, tous mes affaires qui étaient nickel. Et du coup, c'était vraiment trop kiffant, quoi. C'est vraiment récolter le fruit de ton travail. Ouais, c'est vrai que ça, c'est surtout c'est ce qui est le plus kiffant, c'est la finalité et le chemin que tu as fait pour en arriver là. Après ce beau périple, je pense que si je me trompe pas, tu as commencé ta thèse. Dans tes vidéos, on en parle un petit peu, mais on ne sait pas trop ce que tu fais. On sait que tu fais de la recherche sur le climat. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier et ce que tu fais au quotidien? Ouais, en fait, c'est la suite de mes études. Donc, j'avais fait avant l'épisode des Pyrénées. Donc, j'ai fait une école de recherche. Et je m'étais orienté un peu sur le... Enfin, j'ai fait une école plutôt faire de géosciences, donc on fait plutôt vers la géologie, les temps anciens. Et après, j'aimais bien plus aussi une branche de ça, c'est le climat. Donc en fait, je me suis orienté sur le climat dans le passé, grâce à des outils géochimiques, enfin bref. Voilà. Bref, du coup, j'ai candidaté à une thèse, donc j'ai eu le financement avec mon école. Et sur un sujet qui était vraiment, vraiment passionnant. Mais c'était sur Paris. Donc j'ai quand même dit est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Mais après, quand j'étais voir un peu le coin ici, Vallée de Chevreux, c'est vraiment super boisé par rapport à Paris. Il manque juste un peu de montagne, mais ce serait parfait sinon. Et donc quand j'ai vu l'endroit, je dis bon ok, c'est que pour 3 ans ça passe, donc je vais quand même rester là pour une thèse dont le sujet en fait c'est les cycles hydrologiques et climatiques dans le passé, et surtout avec un focus spécial sur les déglaciations du passage du période glaciaire interglaciaire, donc du froid au chaud. Il y a un peu des transitions qui arrivent tous les 100 000 ans environ, et ce sont des cycles. Et donc étudier ces cycles climatiques grâce à des échantillons de carottes de glace qui viennent d'Antarctique. Donc c'est ça en fait, c'est dans la carotte de glace on a des molécules d'eau, dans les molécules d'eau il y a des atomes d'oxygène notamment, et du coup dans les atomes d'oxygène il y a des différences infimes de protons, de nucléons, enfin bref il y a des différences infimes au niveau de nucléaire. Et en fait, ça nous renseigne sur la température ou l'humidité qu'il avait auparavant. Donc en fait, en regardant ces molécules d'eau fossile, on peut connaître la température qu'il faisait avant. Et du coup, je m'intéresse à ça. Et ça t'a amené, du coup, en Antarctique? Ouais, aussi. Ouais, effectivement. Du coup, effectivement, je suis parti il y a quelques mois là-bas récolter des échantillons de glace directement sur place, à Concordia. Une station franco-italienne qui se situe dans le plateau antarctique. On est à 1000 km de la côte, on est à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est assez isolé. Et du coup, c'est là-bas que j'ai pris des échantillons. Je suis revenu en France au mois de janvier pour après pouvoir les analyser. Ce qui est marrant, c'est que ça rejoint un petit peu ton expérience d'isolement dans les Pyrénées. Bon, sauf que là, c'était dans un cadre d'études avec des gens. Est-ce que tu as retrouvé des similitudes justement entre ces deux expériences ou pas du tout? Pas tellement, parce qu'en fait on était beaucoup sur la base, on était une soixantaine, donc on était quand même pas mal de gens. Mais après c'est plutôt une vie en petite communauté où on est en milieu isolé, donc on peut faire pas non plus n'importe quoi. Mais après c'est pas les mêmes sensations, parce que moi en fait c'était vraiment avec personne, parler avec personne et avoir aucune stimulation extérieure. Alors que là, en fait, il y a pas mal de gens, on discute, on regarde des trucs, on lit, il y a pas mal de stimulation extérieure. Donc c'est pas exactement la même chose, mais après, oui, c'est comme une expérience qui était assez exceptionnelle aussi. Et bon, je laisserai les gens aller voir un peu les vidéos parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Toi, qu'est-ce qu'il en est ressorti autant d'un point de vue personnel que sur ta thèse de cette expérience? Déjà, je pense que c'est une chance exceptionnelle parce que t'es peut-être le seul mec que j'ai vu de ma vie qui est allé en Antarctique. Ouais. je pense.
Mais ouais, enfin, il y a peu de gens qui y vont et en fait, c'est juste une chance ouais, inouïe de pouvoir y accéder parce qu'en fait, à part, enfin, si t'es. Il n'y a pas de touristes comme ça lambda qui peuvent y aller, c'est pas vraiment autorisé. Mais en fait, il n'y a que des scientifiques ou des gens qui aident à la logistique qui peuvent y aller. C'est un continent qui est seulement réservé à la science. Donc t'as aucun militaire, t'as rien, quoi que ce soit, ou d'une touriste, personne de lambda qui y vont. Et du coup, ouais, c'est vraiment une expérience unique. Je pense pas que j'y retournerai un jour. Donc j'en ai bien profité pour voir tous ces paysages, pour voir toute cette immensité où il n'y a rien du tout. C'est encore vierge de toute présence humaine, ou quasiment. Et ouais, non, c'était chouette de pouvoir y aller, ouais. Et sur le plan scientifique, toi, t'en as. Bon, je sais pas si tu as les résultats de tes recherches aujourd'hui, mais est-ce que tu as réussi à déjà tirer des conclusions de ce que tu recherchais ou... Ouais, ouais, je suis en train d'analyser ça en ce moment. Là, je regarde surtout l'air atmosphérique qu'il y avait auparavant. Donc après, il faut faire des calibrations ou d'autres trucs du genre, on va dire. Pas entrer dans les détails. Mais ouais, je suis en train d'analyser ça. Après, j'ai pas de découverte majeure, mais c'est quand même intéressant pour connaître les cycles qu'il y avait auparavant, pouvoir un peu la productivité, ou pouvoir plein d'autres choses qui sont des informations qui sont restées enregistrées dans ces carottes de glace. Donc ouais, je suis en train de faire ça en ce moment. Ça pourrait prendre quand même pas mal de temps. Je crois que j'ai ramené genre peut-être 600 ou 800 échantillons de là-bas et j'en mesure 3 par jour. Ouais. Donc, tu vois, ça fait un peu de temps. Ouais. Donc c'est un travail long, un long travail encore. Et vu que toi, tu fais des recherches sur le climat, en ce moment, on a quand même beaucoup d'actualités sur des gens qui sont climato-sceptiques. Toi, ton avis scientifique, t'en penses quoi de ces avis-là? Bah, les climato-sceptiques, on en fait beaucoup parler. Après, il n'y en a pas beaucoup qui le sont vraiment. Je crois que tu as seulement t'as moins d'1% des scientifiques qui sont climato-sceptiques. Donc, de manière c'est un bon consensus de savoir qu'en fait, le réchauffement climatique existe vraiment. Après, il y a plusieurs niveaux de climato-sceptisme. Il y a des gens qui croient que c'est absolument faux, qu'il n'y a pas de réchauffement. Bon, ça, ils sont un petit peu à la trappe, on va parler clairement. Après, il y a des choses qui pourraient discuter, qui pourraient être valables. Genre, par exemple, le réchauffement climatique, c'est pas dû à l'homme, c'est dû au soleil, c'est dû à des cycles qui sont naturels. Et effectivement, il y a des cycles qui sont naturels. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est pas du tout naturel. Normalement, on a une phase de stabilité, on a un interglaciaire Holocène. Donc déjà, on est en phase chaude depuis 10 000 ans. On devrait être stable, voire quasiment dans quelques milliers d'années pouvoir redescendre. Et là, on observe tout le contraire, on est en train d'augmenter à vitesse grand V. Les taux de dioxyde de carbone, donc gaz à effet de serre, il a explosé. On n'a jamais eu ça depuis que l'Homo sapiens existe. Donc on n'a jamais connu ça de mémoire d'homme. Et c'est directement lié à nos activités humaines. Donc en fait, le GIEC, le groupe qui s'occupe, un groupe intergouvernemental des experts du climat, ils sont quasiment certains sur ça. La certitude absolue n'existe pas, mais bon, c'est l'homme produit des gaz à effet de serre dû à son activité industrielle. Le gaz à effet de serre, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, et justement, la température augmente s'il y a de l'effet gaz à effet de serre. Donc du coup, c'est quasiment certain à 99,999% que c'est nous qui causons le changement climatique. C'est un bon rappel, ça fait pas de mal. On a un peu parlé aujourd'hui de ta vie actuelle et de ton travail, et tout à l'heure tu as cité, justement, tu vis en région parisienne. Comment s'est passé ce retour c'est marrant, dans ta TEDx, tu parles de retour à la civilisation. Et j'ai bien aimé dans une de tes vidéos, tu dis je suis en société pour la science, mais accroché à la nature pour survivre. Comment ça se passe après toutes ces aventures, on va dire, isolées, et ce besoin pour toi d'être seul, et ce retour dans une vie normale? Je sais pas si j'ai une vie encore normale, mais ouais, non, c'était assez dur de pouvoir revenir en ville, surtout que le retour était assez abrupt, parce que c'est mon école qu'il fallait que je revienne d'urgence. Enfin bref, je ne pensais pas dans les détails, mais ouais, ça s'est fait assez rapidement, et du coup, moi, ça m'a choqué de voir autant de bruit, autant de sens qui étaient maltraités directement à mon retour. J'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Mais en fait, je me suis assez bien réadapté, étonnamment.
Je pensais pas que ça se ferait aussi bien. Bon, après, tous les week-ends, je partais quand même en montagne, je partais quand même en forêt, donc voilà, j'étais quand même. Je partais quand même, je m'évadais dès que je pouvais. Mais sur Paris, après, ici, c'est comme je te disais, on va à Chevreuse, on a quand même pas mal de bois, on a quand même pas mal d'endroits un peu verts où en fait tu peux partir. Rambouillet, c'est pas très loin d'ici, en vélo, t'en as pour 40 minutes, donc c'est pas très très loin. Et après, t'as tous les coteaux ici qui sont bien boisés. Et en fait, non, je pense que ça va. Ici, t'es pas trop à plaindre. Bon, c'est moins bien que je sais pas en Chartreuse ou en Vercors, mais c'est pas trop mal pour une région parisienne. Et puis, comme je t'ai dit aussi, l'endroit où je vis ici maintenant, c'est pas non plus, on va dire, un truc très, très conventionnel non plus. Voilà, je sais pas si tu as une question après pour en revenir plus tard. Non, tu peux en parler là. Mais en gros, ici, j'ai cassé le moment un peu solitude. En fait, ici, je vis en communauté. Donc on est une petite dizaine de personnes à vivre sur une propriété qui fait entre 1 et 2 hectares, je sais pas exactement. Et en fait, dedans, on a plein de potagers, on a un grand jardin, on a une petite rivière qui passe au milieu. Et du coup, le but ici, c'est travailler au jardin. Et en fait, en contrepartie, du coup, on peut vivre ici, quoi. Et ici, sur le terrain, j'ai construit un dôme géodésique. Donc c'est une demi-sphère, on va dire, fait avec des matériaux soit de récupération ou soit naturels qu'on a acheté quand on pouvait pas non plus trop tout récupérer. Et du coup, ça fait 2 mètres de diamètre, 2 mètres de rayon, donc 4 mètres de diamètre. Et c'est tout petit, et j'ai pas l'électricité, j'ai pas l'eau courante, j'ai l'électricité avec un panneau solaire, mais je suis pas raccordé au réseau. Donc je suis quasiment autonome dans tout ce qui est nourriture aussi avec les potagers. Et après on fait aussi de la récup. En fait on récupère des fruits et des légumes qui sont périmés et ils vont être jetés dans les magasins bio. Donc en fait on peut récupérer plein de nourriture comme ça. Et c'est comme ça qu'on vit. Donc on n'a quasiment aucune dépense ici. On vit pas en autonomie, mais on vit, je pense, de manière consciencieuse. On pas jeter les choses, bien recycler. Et en fait, on arrive à former une petite communauté ici. Donc c'est génial parce que en fait, quand j'étais dans les Pyrénées, c'était en pleine nature, c'était cool, mais il manquait le côté social et le côté un peu de science, de recherche. Et ici, j'ai trouvé un bon équilibre parce que du coup, j'ai le côté nature. Il y a plein d'arbres, il y a des animaux, il y a des chevaux juste à côté de chez moi là, enfin genre à 2 mètres du dôme. T'as des canards, des poules, des oiseaux, voilà, c'est plein de trucs. Et je suis qu'à 8 km de mon taf, donc je peux y aller à vélo. Donc j'ai pu concilier la vie sociale avec la vie naturelle, dans la nature. Donc j'ai trouvé un bon équilibre ici, donc c'est ça qui me plaît. Sachant qu'au final, c'est ce que tu recherchais dans les Pyrénées, c'est de te confronter à... Bon, c'était un extrême, toi, mais pour justement trouver ton équilibre ensuite. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, si tu trouvais ton équilibre, il faut aller voir un peu à droite, voir un peu à gauche. J'ai vécu dans les grandes villes, j'ai vécu après aussi en pleine nature. Donc ça, c'est un peu 2 extrêmes qui sont un peu de l'un, ouais, un petit peu opposés. Et je savais que c'est pas ni l'un ni l'autre, mais du coup là j'ai trouvé un truc qui est un peu entre les deux et ça me plaît pas mal, ouais. Sachant qu'en fait les gens ils savent pas aujourd'hui qu'ils vivent dans un extrême quand tu vis en ville. Ouais. Ça prend un extrême pour qui après, pour moi c'était un extrême, genre de vivre en ville, c'était, voilà, chanter mon capital santé était en danger, quoi. Donc t'as testé les 2 extrêmes pour ensuite trouver ta bonne balance. Et c'est quoi le futur pour toi? On sait que t'es dans ta thèse pour encore 1 an et demi, 2 ans, si j'ai pas de bêtises. 2 ans encore là. 2 ans. Ouais, un peu plus. Ouais. J'ai l'impression que tu es en train de vivre tes rêves. Dans ta TEDx, tu parlais de ça. Tu parlais devant des jeunes. J'ai l'impression que c'était toi quand tu étais à l'école et tu leur disais il faut croire dans vos rêves, quoi. Ouais. Toi, tu le faisais déjà parce qu'avec tout ce que tu faisais, j'ai l'impression que ton rêve, c'est tous les jours. Mais c'est quoi ton futur rêve Ouais, mais après, il y a plein de choses qui sont possibles. Après, il faut juste oser. Et moi, ce que j'ai envie de faire après, c'est que actuellement, là, en fait, j'apprends plein de choses. J'apprends comment vivre en communauté, comment après me perfectionner aussi au niveau plantes, potager, en construction aussi, en éco-construction ou un truc comme ça. Donc, je suis encore dans une phase là, de gros apprentissage pour d'autres projets plus tard, qui vont être
d'acheter un terrain et faire aussi après un hameau ou rejoindre une communauté pour après faire un truc autonome ou au moins le plus autonome possible et pouvoir vivre de façon un peu plus proche de la nature en fonction de mes valeurs et etc. Mais actuellement ouais, je vais faire ma thèse où en fait là je peux apprendre comme pas mal de choses, faire des économies parce que du coup j'ai pas de facture, j'ai rien du tout, donc c'est trop bien. Et je vais peut-être faire peut-être quelques contrats encore doctoraux plus tard pour faire encore d'autres économies et quand j'aurai assez d'ici quelques années, je pourrai commencer à faire mon truc tout seul. Et ça aurait été trop bien parce que du coup j'aurais eu mes connaissances, j'aurais appris plein de trucs, j'aurais fait des économies, je me serais un peu baladé à faire des CDD un peu partout en France ou ailleurs en Europe ou je sais pas où dans le monde. Du coup, j'aurais trouvé ce que je voudrais, j'espère. Enfin, je pense dans quelques années, je pense que je vais trouver de quoi faire. Et j'aurai tout pour commencer. Donc en fait, ça sera une période parfaite pour commencer ma communauté ou mon petit endroit et pouvoir faire ce que je veux. Ouais. Tu te présenteras pas merde du coup. Tu créeras Non, ton... non. Non, mais ce qui est intéressant de voir dans ton parcours, c'est que tu vis l'instant présent, connecté à la nature, mais tu réfléchis quand même à chaque fois qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. En plus, tu as oublié de citer quelque chose, je pense que tu le partages, ton savoir, et ça, c'est aussi Ouais. c'est important. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils apprennent, mais ils sont très, on va dire, ils gardent pour eux, ils sont très solitaires, et toi, c'est tout l'inverse, tu le partages pour ensuite appliquer en fait tout ton puits de savoir, parce que là, il y en a. Ouais, j'ai appris tout ce que je sais maintenant, je l'ai appris avec les autres. Et ce que je veux pouvoir faire, c'est aussi apprendre aux autres la même manière que j'ai appris grâce à Internet. Du coup, j'essaie de le repartager et j'essaie d'en faire profiter un maximum de gens parce que je pense que ce mode de vie, vivre de manière sobre, de manière simple, proche de la nature, c'est un truc qui va beaucoup évoluer, beaucoup se développer dans les années à venir. Et je pense que si on adopte ces solutions-là, je pense que ce sera bénéfique pour en plusieurs points, pour niveau personnel, niveau santé, niveau aussi pas forcément peut-être économie, mais enfin pour le monde, pour la planète. Je pense que ça sera bénéfique pour plusieurs points. Donc je pense que c'est une bonne chose de faire ainsi. Du coup, j'essaie d'inspirer les gens ou leur inciter, dire voilà, ça c'est possible de faire ça. Moi je l'ai fait, moi je suis en train de le faire. Si vous voulez faire pareil, voilà, je vous donne les clés possibles. Vous essayez d'inspirer les gens pour dire ouais, ça c'est pas genre vivre en pleine forêt comme un ermite. Avec aucun confort, etc. On peut aussi concilier plusieurs choses et vivre de manière assez jouissive. Ah, c'est bien pour finir tout ça. Un point que je voulais échanger avec toi, mais j'ai perdu ma question là, tu m'as perdu avec cette belle conclusion. On va partir direct sur les dernières questions, peut-être que ça me reviendra à l'esprit. Les deux dernières questions, c'est toujours les mêmes. C'est quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs? Et la deuxième, c'est qui aimerais-tu inviter dans ce podcast? Alors, la première question, un livre, c'est ça? Un livre ou une ressource, vu que tu passes aussi beaucoup de temps sur Internet. Les livres, ceux que j'aime beaucoup, pour moi, une des références, c'est Into the Wild. Ok. Pour le côté vraiment rêveur. Pouvoir faire vraiment oser et vraiment faire ce qu'on a envie et pas trop réfléchir et vraiment le faire. J'aime beaucoup cet état d'esprit là. Autrement après en livre, je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais j'ai bien aimé aussi là une série, c'est Ayla, les enfants de la Terre. Tu connais, je sais pas? Du tout. C'est une femme préhistorique. Ça fait rêver. C'est un roman où en fait c'est une femme Homo sapiens sapiens qui s'est fait élever par Néandertal et du coup ça mène plein de trucs culturels. Et c'est un peu vie dans les bois aussi. Et je lisais ça dans les Pyrénées, ça me faisait un peu rêver. Je voyais des chevaux au loin et je me prenais pour elle et du coup j'ai l'impression d'avoir revu les mêmes choses. Mais bon, ça n'a pas trop de rapport, c'est pas. Non, mais de toute façon je le citerai, je mettrai le lien pour ceux qui veulent le lire. Et une personne que j'aimerais bien aussi rencontrer, pourquoi pas, c'est Elliot Schonfeld. Je connais pas. Si j'écorte son nom, je pense qu'on a quasiment le même âge, il était un petit peu plus jeune que moi, mais c'est un aventurier. Et... Ah, j'ai regardé une vidéo, je crois, de lui. Ouais. Et du coup, ce qui m'a... Qu'il est blond rasé sur les côtés. Il a toujours un chapeau et il va faire des bivouacs.
et il explique. C'est pas lui? Ouais, il est parti, il était parti en Alaska, il était parti après en Himalaya. Ah non, c'est pas lui. Peut-être pas. Mais non, je crois qu'il est plutôt brun. Ok, non. Et aussi très inspirant, il a fait aussi de beaux voyages et dans un esprit aussi de simplicité et faire plus avec moins, et j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a fait. Mais peut-être un jour je le rencontrerai, je sais pas. Mais il a l'air cool. C'est ça ma question que j'avais oubliée. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui doivent un peu se bouger pour croire dans leurs rêves? Parce que j'ai l'impression que toi c'est un peu ça ta vie et je pense que c'est important d'avoir ton retour là-dessus. Ouais, le faire, t'as pas vraiment de limitation pour faire ce que tu veux en fait. Faut vraiment oser, et au pire, si tu te plantes, t'auras appris quand même quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi avancer. Avancer, c'est pas toujours aller de l'avant, c'est aussi des fois avoir des échecs et après y aller petit à petit. Parce que moi, j'ai pas fait que des trucs où j'ai beaucoup avancé. J'ai eu beaucoup d'endroits ou de moments où je me suis posé des questions. J'ai dit, est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment valable? Est-ce que je fais pas de la merde? Bon, des fois, si, j'ai fait vraiment des trucs que j'ai pas regretté. C'est vraiment, je pense que c'est ça, ouais. C'est pas ne pas regretter, mais attends, non, c'est quoi la phrase? C'est c'est entre remords et regretter. Voilà, oui, c'est ça. Ne jamais avoir de. Non, je vois très bien ce que tu dis. C'est ne pas avoir. Je ne veux pas avoir de regrets, mais je préfère vivre avec des remords. C'est un truc. Ouais, faut pas. Quitte à faire quelque chose, faut le faire, quoi. Et si tu. Non. Ouais, comme tu as dit. J'essaie de probablement mal dit aussi. Ouais, ça, tu pourras retrouver la phrase si tu veux. Je la mettrai dessous dans le lien pour bien la citer. J'ai fini avec toutes mes questions. Je te remercie pour ce moment de partage. Je suis content depuis le temps que je te contactais. Ouais. Et les gens, si vous ne connaissez pas ce monsieur, allez sur sa chaîne YouTube. C'est plein de belles choses. Merci en tout cas pour l'interview, c'était cool. On a aussi un beau cadre. Donc c'était bien pour faire une petite interview tranquille au calme. C'est vrai qu'on est au calme ici. Ouais. On attendra la vidéo de ton lieu parce qu'au final, on a juste vu ton dôme. Ouais, j'espère que... Cet été, normalement, je ferai des vidéos dessus sur le dôme fini et sur la communauté dans laquelle je vis. C'est prévu. Bon, mais c'est top. Merci beaucoup, Jacob. Et bon courage pour la suite. Avec plaisir. À plus tard. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.